Bonjour à toutes, à tous. Merci d'assister à cette conférence. Je vais me présenter rapidement. Je suis Gaël Musquet, je suis guadeloupéen. Je suis sur ce Digital Festival honoré de vous rejoindre par solidarité insulaire, solidarité caribéenne et ultramarine. Je suis hacker éthique, météorologue de formation, mais hacker éthique. Si vous avez des questions, j'y répondrai après. Et je me focalise essentiellement sur les questions d'alerte des populations et d'utilisation du numérique en cas de catastrophe majeure. Voilà. Farid. Good. Donc, bonjour à tous et à toutes. Farid Amlo. Donc moi, je suis directeur des opérations spéciales et de l'outre-mer à Saint-Plon. Donc Saint-Plon, aujourd'hui, c'est un réseau d'écoles, principalement. Donc on forme aux métiers du numérique, qui vont des métiers du numérique sur la partie plutôt communication, jusqu'au métier de l'intelligence artificielle. Et on le fait de manière accélérée et à destination des populations qui souvent n'ont pas la chance d'aller sur ce type de métier. Donc c'est vraiment ça notre boulot. Et au-delà de ça, on a d'autres activités, notamment de créer sur place, sur tous les territoires en est, des écosystèmes qui permettent de développer l'utilisation, l'usage du numérique. Et notamment autour des sujets de la résilience des territoires. Et c'est pour ça qu'on a voulu échanger, vous présenter un peu notre démarche aujourd'hui. Déjà, la résilience numérique, qu'est-ce que ça veut dire ? Donc on entend le terme résilience, ce qu'il faut voir derrière, c'est comment un territoire qui a un métabolisme à part entière avec des personnes qui vivent, une alimentation qui arrive, des contraintes qui sont à la fois géographiques, sociales et culturelles, comment il est en capacité demain d'être autonome en cas de catastrophe qui peut être naturelle, qui peut être une guerre, qui peut être demain si on a un tsunami qui arrive en Polynésie française, qu'est-ce qui se passe ? Donc c'est tous ces jeux-là qui nous intéressent. Donc l'idée, c'est de vous présenter un peu cette approche-là et de savoir comment on peut aujourd'hui avoir une démarche qui permette de rendre les populations beaucoup plus autonomes par rapport à tous ces sujets. Donc je vous commence par un petit aspect économique aujourd'hui. Les catastrophes naturelles, en gros, ça coûte aux populations, et ça les met en difficulté et en tension. Et nous, notre but, c'est d'éviter que ces 520 milliards de dollars, là, ils soient injectés pour former et accompagner nos populations et faire en sorte qu'elles soient le plus autonomes possible en cas de risque. Je vais montrer une petite carto rapidement. Donc là, ce que vous voyez, tout en haut à gauche, là, hop, ça c'est le Irma dans son passage dans les îles, suivi par l'ouragan José. Donc vous voyez un peu la masse que ça représente par rapport au territoire. Et on a la capacité aujourd'hui de suivre ces éléments-là, mais comment on fait pour les prévenir et pour faire en sorte qu'il y ait le moins de risques pour les populations et sur l'économie derrière. La problématique sur laquelle on travaille aujourd'hui, c'est qu'en France, on estime que la gestion du risque, en fait, c'est un droit étatique et ce n'est pas aux populations de le gérer. Donc comment aussi on arrive à faire en sorte qu'il y ait un changement de paradigme par rapport à ça. Et souvent, ce qu'on voit lors de catastrophes, c'est que la plus grande solidarité et l'autonomie des populations, souvent, aident plus qu'à une intervention, on va dire, un peu plus compliquée. Et donc l'idée, c'est que Gaël va vous détailler maintenant tout ce qu'il a pu faire et ce qu'on a pu faire sur la partie Tahiti, Nouvelle-Calédonie et les événements sur lesquels on était intervenu dans les Antilles également. Donc concrètement, AND, l'association que je présente, elle est née d'un constat que malheureusement, en France, on n'a pas de culture du risque. Alors, je suis météorologue, j'étais victime d'un ouragan en 1989, enfant, j'avais 9 ans, et mon père avait tout prévu. Il avait prévu les réserves d'eau, les réserves de nourriture. La maison était assurée, elle venait d'être construite, elle a été partiellement détruite, et on a dû partir de la maison familiale pour aller aider nos voisins qui, eux, étaient en difficulté pendant l'œil de l'ouragan, une petite dizaine de minutes pour pouvoir échapper et sortir de notre maison. Et en fait, quand j'ai fait mes études et que je suis revenu en France, je me suis rendu compte qu'en fait, cette culture du risque, donc être capable, en temps de paix, de se préparer, de faire des réserves, d'acheter des piles, etc., qui sont notre commun en fait sur les territoires insulaires. On a l'habitude d'être en tension, et vous avez connu de ce qu'on m'a dit tout à l'heure, un blackout, une coupure de courant massive sur l'ensemble de l'île. On a la culture de la précarité énergétique, de la précarité liée aux événements et aux catastrophes naturelles, qui sont des réflexes que l'on a moins sur le territoire hexagonal, alors qu'on a aussi des catastrophes naturelles dans l'hexagone, des inondations, des feux de forêt, des séismes aussi, et des risques de tsunami.
Et les piliers en fait d'une bonne gestion de crise, depuis que je travaille dans ce milieu, c'est une population qui est informée, formée et alertée. Donc informée, il faut que les gens, même quand ils sont en vacances, qu'ils soient informés des risques auxquels ils sont exposés et qu'ils aient un minimum de consignes pour pouvoir faire face à ces crises majeures. Et une fois que l'aléa survient, qu'ils aient l'alerte et les consignes pour pouvoir faire face le jour J face à cette catastrophe. Donc, nous, ce qu'on a souhaité faire très tôt, c'est pas juste faire de la technologie pour de la techno. Il faut que cette technologie, elle ait un sens. Et la personne que vous voyez juste en bas, qui connaît ce monsieur ? C'est un militaire. C'est Gustave Ferrier, c'est savoyard, et qui a utilisé une technologie hyper novatrice en 1902. Je ne sais pas si vous connaissez le volcan qui est juste derrière. C'est la montagne Pelée en Martinique. C'est à date la plus grosse catastrophe naturelle qu'ait connue la France. 30 000 morts brûlés vifs à cause de mauvaises décisions politiques. De mauvaises décisions, on connaissait moins les volcans, mais la montagne Pelée a donné tous les signes avant-coureurs disant qu'il fallait partir. Les animaux sont partis, les chiens, les serpents, les fourmis, tous les animaux sont partis, les oiseaux. 400 ouvriers sont morts la veille de l'éruption cataclysmique du 8 mai 1902, mais les habitants sont restés pour plein de raisons. Et quand il a fallu rétablir les communications entre l'Hexagone et la Martinique, Gustave Ferrier a été envoyé pour rétablir ces communications grâce à la télégraphie sans fil, le Morse, entre la Martinique et la Guadeloupe, et pouvoir ainsi transmettre les bilans et montrer comment des technologies pouvaient être mises au service de populations qui en avaient le plus besoin. Parce que les câbles télégraphiques entre la Martinique et l'Hexagone avaient sauté à cause d'un tsunami, évidemment des répliques. Pour la petite histoire, si aujourd'hui la Tour Eiffel est encore debout, c'est grâce à ce monsieur, parce que les émetteurs qu'il a déployés en Martinique ont été déployés sur la Tour Eiffel, et ces émetteurs sont devenus stratégiques pour calculer la longitude des bateaux, synchroniser des horloges et ont même donné naissance aux constellations de positionnement que l'on a aujourd'hui, le GPS, Galileo, GLONASS, etc. On part de ce constat-là et on se dit, en tant qu'ultramarin, qu'est-ce que l'on peut mettre en œuvre quand on est geek, quand on est fan de technologie, quand on veut développer. Et ce que vous voyez là, c'est une Raspberry Pi. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un petit ordinateur de poche qui a un format presque de carte de crédit. Et là, il est juste scotché sur ma machine à laver, qui fait du bruit et qui bouge beaucoup quand elle sort. Donc tous les cycles, les grands mouvements que vous avez sur les courbes, ce sont les cycles d'essorage de ma machine à laver. Et l'objectif, c'était d'utiliser ces capteurs, qui sont très peu chers, que l'on retrouve dans les téléphones, pour pouvoir être capable d'anticiper et de détecter des ondes sismiques avec du matériel à bas coût. Parce que, en tant que technophile, on considère dans notre association que tous les citoyens, chaque Français, chaque citoyen a son rôle à jouer dans la prévention des catastrophes naturelles. On a eu beaucoup de réticence de la part des autorités parfois à déployer des nouvelles technologies pour avoir des systèmes d'alerte modernes. Aujourd'hui, on compte beaucoup sur les sirènes. Il y en a beaucoup ici. J'ai fait le tour de l'île et vous avez beaucoup de sirènes, c'est très bien. On n'en a pas à Mayotte, on n'en a pas en Guadeloupe face à l'aléa tsunami qui nous impactera aussi. Donc c'est mieux que rien. Mais ce que vous voyez là à Marie-Galante en 2016, c'est une antenne relais 4G. Donc, il n'y avait pas de 4G encore. Aucun opérateur n'avait déployé de 4G en Guadeloupe. Mais nous avons été capables en tant que citoyens de prouver qu'on était capable de transmettre une alerte sur les réseaux cellulaires à Marie-Galante en 2016. Là, c'est une alerte qu'on a transmise sur un autoradio. Donc on a, avec la petite Raspberry Pi que vous avez vu tout à l'heure sur la machine à laver, transformé cette petite Raspberry Pi en émetteur FM pour prouver aux autorités qu'on était capable, sur du semi-direct, sur une semi-prise d'antenne, de prendre le contrôle d'un émetteur radio et d'émettre sur la bande FM partiellement du message texte dans la langue parlée, etc. Là, c'est des activités qu'on a eues en 2018 pendant l'exercice Indian Ocean Wave, qui est un grand exercice de tsunami qui a lieu au mois de septembre. Donc, il y aura la prochaine édition en 2020, septembre 2020. Dans le Pacifique, pour vous, ça sera octobre-novembre 2020, Pacific Wave. Et dans la Caraïbe, c'est tous les ans. L'année prochaine, ça sera le 19 mars 2020. Et les traits rouges que vous voyez, c'est tout le trafic aérien entre l'île Maurice et la Réunion. Donc, tous les avions qui ont décollé et atterri de l'île Maurice ou de la Réunion pendant l'exercice de tsunami. Il faut bien anticiper le fait que ces avions, si jamais il y a un tsunami réel sur ces territoires, il va falloir les gérer. Il va falloir tenir compte du fait que la piste est au niveau de la mer
Et donc qu'un tsunami potentiellement peut perturber le trafic aérien aussi. Et pourquoi on a pris cette image en tant que citoyen? C'est pour amener auprès des autorités, auprès des préfets, dans leur aide et leur outil d'aide à la décision, le fait qu'un tsunami, ce n'est pas juste des gens à terre à gérer, ce sont aussi des traits bleus, des bateaux, des navires, des avions en rouge qu'il va falloir gérer et rerouter. Et il faut qu'on soit capable, en tant que technophile, d'alerter nos autorités, en tant que citoyens, sur ces problématiques qui n'ont pas forcément été anticipées et sur lesquelles on n'a pas de doctrine aujourd'hui en France. Alors, c'est votre réseau de sirènes. Je l'ai pris en photo, pas pour vous, mais pour montrer en Ile-de-France et à Marseille ce qu'on devrait mettre en œuvre. On va bientôt avoir les JO 2024. Et on n'a même pas de sirène. Alors, pour ceux qui ont suivi un peu l'épisode Lubrizol à Rouen, on a eu un problème de déclenchement de sirène et un problème d'alerte des populations. Et vous voyez que socialement, ça a mis en tension le préfet. Et personnellement, je ne lui en veux même pas, parce que même s'il avait voulu évacuer Rouen, il n'aurait pas eu les outils pour le faire. Et il n'aurait pas pu dire aux gens où aller. Et donc c'est un peu en temps de paix ce que j'ai envie d'éviter, envie de préparer, c'est un peu aussi l'objet de ma présence ici avec Farid, c'est savoir comment on transmet à ces jeunes qui sont nés en Polynésie, comment on transmet à des citoyens qui vivent ici sur ce territoire, comment on transmet à des touristes qui arrivent sur ce territoire les bons réflexes pour faire face le jour où le pire arrive. Donc là, depuis que je suis arrivé dimanche, c'est toutes les données que j'ai collectées. Donc, en l'occurrence, 95 000 photos. Alors, vous allez en voir quelques exemplaires. 215 gigaoctets de données. J'ai parcouru 500 km avec une voiture que vous allez peut-être voir en photo juste après. C'est tout le trajet que j'ai parcouru depuis mon arrivée à dimanche entre Moorea et Tahiti. Et donc là, vous avez un échantillon des 2 photos. Donc, c'est des photosphères qui ont été faites avec cette caméra-là. Donc, vous avez 500 km de route polynésienne, en tout cas Tahiti et Moorea, qui ont été photographiés sur le toit de ma Dacia Sandero, que j'ai loué chez vous à l'aéroport. Et l'objectif, c'est que vous ayez un Street View libre, gratuit, accessible sur un site qui s'appelle mapiari.com, et que les contributeurs d'OpenStreetMap qui sont présents sur un stand puissent utiliser ces données pour faire du calcul d'itinéraire en cas de tsunami. C'est le premier usage, c'est mon cheval de Troie. Bien évidemment, vous pourrez les utiliser pour vos activités touristiques, pour vos activités de sécurité routière, pour vos activités commerciales. Bref, l'idée, c'est qu'on fasse une pierre 12 coups et que ces moyens techniques que l'on déploie sur les territoires puissent servir à créer de la richesse dans tous les secteurs de l'économie. Être ultramarin, être insulaire, croyez-moi en tant que Guadeloupéen, et je ne sais pas vous que je l'expliquerai en tant que Polynésien, ce n'est pas une tare. On a énormément d'opportunités et nos territoires sont petits, ce qui fait qu'en 4 jours, on peut cartographier tout un territoire. Et c'est la chance qu'on a par rapport à l'Hexagone, c'est qu'on peut très vite montrer que ça fonctionne et très vite montrer que c'est utile. Là, je terminerai un peu là-dessus. C'est pour ceux qui sont là, la NFR, bonjour. C'est l'antenne boucle magnétique qui est dans ma chambre. J'ai refait un peu la déco de ma chambre d'hôtel. L'idée, c'est de montrer, de prouver comment faire quand on est coupé du monde. Ça a été le cas à Saint-Martin en 2017. Quand vous n'avez plus d'énergie, alors vous avez une coupure de courant, quand vous n'avez plus d'internet, quand la fibre optique est coupée, comment on recommence à communiquer, à dire aux gens qu'il se passe quelque chose, qu'on a besoin d'aide ou qu'on peut donner de l'aide. Et donc là, vous avez sur la table une petite batterie que j'utilise pour alimenter mes équipements radio pendant presque une semaine. La radio, l'antenne boucle que vous voyez là qui est arrivée dans mes bagages dimanche. Et en gros, cet émetteur radio, il me permet de contacter, je peux y aller, toutes les personnes que vous voyez là. Donc vous voyez toute la côte ouest, et un peu la côte est des États-Unis, la Tasmanie, l'Australie, le Japon, avec 5 watts, donc la même puissance pratiquement que votre téléphone, une petite batterie, une petite radio, sans satellite et sans Internet. Donc on est en capacité de faire des transmissions depuis une chambre d'hôtel à Tahiti, quand on est radioamateur. Donc je vous invite, pour ceux qui le souhaitent, à devenir radioamateur. Donc j'ai une licence de radioamateur, et cette licence me permet de mettre en œuvre, avec une carte son, une radio, 5 watts, suffisamment d'énergie pendant une semaine pour à minima dire qu'il se passe quelque chose, pour transmettre une alerte tsunami ou la recevoir, ça peut être aussi l'inverse, et être capable de prendre les bonnes décisions. Là, vous avez à peine 500 € de matériel. C'est pas énorme quand on
tient compte évidemment des enjeux. Et l'idée, c'est vraiment que ces technos soient à votre portée. Bon, je l'ai ramené de ma Normandie où j'habite, mais de ma Guadeloupe aussi natale. Et donc, du coup, l'idée avec Simplon, c'est de faire équipe pour que ces moyens techniques, ce savoir, soient mis à votre disposition et que vous puissiez être autonome sur ces questions. Donc justement, sur toutes les logiques, parce que nous, notre métier, comme je vous le disais en propos liminaire, c'est la formation. Donc notre logique aujourd'hui, c'est se dire comment on accompagne les populations en les formant pour qu'elles aient les compétences numériques, la compréhension de ce qu'est le numérique. Parce que souvent, là, de plus en plus, on parle d'inclusion numérique, justement parce qu'il y a un profond malaise dans la société, c'est qu'on se dit, ceux qui ont les compétences numériques, ils sont super, en gros, pas faire l'éloge de ce qui se passe sur l'écosystème en général. Et puis après, on a le reste de la population. Et là, on assiste de plus en plus. Avant, il y a Bourdieu, grand sociologue, qui disait qu'en gros, c'était la culture qui faisait la différenciation entre les aristos et la population. Et là, on assiste un peu à un Suisse autour du numérique. On se dit, voilà, il y a ceux qui vont comprendre ce qui se passe, et puis il y a ceux qui vont consommer. Et donc, on se retrouve de plus en plus dans une logique qui est totalement déficitaire pour nos populations. Et l'année dernière, quand j'étais venu au Digital Festival, on a évoqué un peu justement la relation qu'on pouvait avoir avec les écosystèmes et qu'est-ce qui se passait un peu en termes de géopolitique numérique. Et ce qui se passe aujourd'hui, c'est comment on arrive à ramener ces grandes logiques de est-ce que la 5G va être chinoise ou américaine, comment on peut la ramener aussi au secteur local en se disant mais sur notre territoire, qu'est-ce qu'on est capable de déployer comme techno qui permettent d'avoir un effet bénéfique pour toutes nos populations, que ces technologies-là soient totalement gratuites et open source et qu'on ne se retrouve pas dans un Eldorado où en fait on est obligé de payer, que ce soit avec nos données ou avec autre chose, pour pouvoir accéder à des technologies. Et donc cette logique-là, on va le faire à travers des écosystèmes qu'on veut créer sur tous les territoires. Donc là, aujourd'hui, on a la chance d'avoir la première promotion qu'on a faite avec le RSMA. Donc tous les jeunes que vous voyez, c'est des jeunes qui sont à la fois au RSMA et à la fois en formation avec Simplon. Donc ils font les deux volets sur toute la logique des codes du RSMA. Et nous, on apporte toute la brique autour de la formation, notre approche pédagogique. Et ce qu'on veut faire à terme, c'est que sur tous les territoires où nous sommes présents, que ce soit entre Simplon propre où il y a 2 écoles du numérique, on soit en capacité d'avoir 2 jeunes qui soient formés sur toutes ces logiques-là. Ils peuvent être des relais pour la population parce que c'est au niveau local que ça va jouer pour nous. Et c'est en créant cette dynamique-là qu'on pourra démontrer aussi la puissance de nos territoires. Donc on a la logique aujourd'hui Digital Festival qui est Tech for Island. Et la Tech for Island, elle passe surtout par notre logique de comment on arrive demain à faire que tous les hommes et les femmes sur notre territoire aient une maîtrise forte du numérique, sachent ce que ça veut dire aussi. Donc quand on consomme, quand on va sur Facebook, qu'est-ce qui se passe. Mais surtout que ça apporte de la valeur sur le territoire. La valeur, elle peut être à la fois économique, mais aussi une valeur sociétale de comment on reconnecte aussi nos populations autour de ces enjeux-là. Parce que concrètement, si demain on vous dit qu'il y a une vague qui arrive, vous n'allez pas vous dire « Ah, il faut que peut-être que je me forme au numérique, ça va être trop tard ». Donc comment on arrive à créer des dynamiques qui font qu'aujourd'hui, sur notre territoire, on arrive à avoir à la fois cet aspect techno, cet aspect d'information de toutes les populations, mais surtout des relais de formation. Et c'est ça qu'on essaie de construire aujourd'hui, en mettant des petits écosystèmes un peu partout, sur toutes les îles où on est présent. Aujourd'hui, sur la partie outre-mer, nous on est présent de la Nouvelle-Calédonie jusqu'à Madagascar. L'exception 7 de Mayotte, qui est un cas particulier, on pourra en débattre après. Donc on a vraiment une couverture qui nous permet d'avoir un vrai rayonnement autour de ces sujets-là. Donc là, c'est comment on capitalise tout ça, on arrive à former des initiatives, et que ces initiatives, elles soient ensuite passées à l'échelle au niveau national. C'est vraiment ça notre réflexion. Hop. Donc voilà, donc je vous parlais des approches. Bon. Hop. Voilà, et donc là, on a une promotion de Marie Galante avec les équipes de hand. Tu vas en parler. En gros, en 2018, on a eu un exercice Caribwave. On a vraiment voulu faire cet exercice à Marie-Galante. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas bien la Guadeloupe, c'est un archipel avec 5 îles. Et Marie-Galante fait partie de ces îles. On avait, dès 2011, imaginé que les dépendances de l'archipel Guadeloupe allaient être des territoires négligés par rapport à la gestion de crise. Et malheureusement, Irma et Maria nous ont donné raison. Quand Maria est passée en Guadeloupe, surtout ravagé la Dominique au sud de la Guadeloupe, les maires
de Marie-Galante sont restés 3 jours sans nouvelles de la préfecture. C'est très long, 3 jours, quand on est un élu. Et on était en 2017. Et on se rend compte qu'on baigne dans beaucoup de technologies, c'est vrai, mais qu'on n'est pas forcément correctement formé à utiliser ces technologies, utiliser ces radios pour pouvoir faire face le jour J. Et les élèves que vous voyez là, et ceux de la slide d'après, ce sont ceux de la promotion de Simplon à La Réunion, pendant l'exercice Indian Ocean Wave de 2018. Et l'objectif, c'est à minima d'informer et former ces personnes, ces jeunes, parfois des enfants. On a eu cette année des enfants maternels qui remontaient sur les hauteurs de Pointe-à-Pitre et qui sont pour nous, comme pour les bons gestes éco-citoyens, du recyclage, de super formateurs pour leurs parents, parce que ces enfants sont formés à la résilience dans leurs écoles avec leurs maîtresses, leurs nounous, etc. Et transmettent ensuite à leurs parents, paradoxalement, les bons réflexes à avoir en cas d'aléa de tsunami. C'est un peu ça aussi pour nous, Simplon. On ne cherche pas à réinventer la roue. Je vous ai parlé d'un grand monsieur, Gustave Ferrier, en 1902. Les anciens aussi nous apprennent comment nos territoires ont évolué, comment nos territoires ont été frappés par le passé. Et il n'y a aucune raison que nos sociétés modernes échappent à ces catastrophes. La grande différence qu'il y a entre 1902 et aujourd'hui, c'est que les technologies sont devenues beaucoup plus complexes et malheureusement, avec la complexité, beaucoup plus fragiles. Donc il faut qu'on arrive à réintroduire du bon sens. Et l'objectif des formations avec Simplon, l'objectif des exercices, c'est que vous participiez en tant que citoyen, en tant que parent, en tant qu'étudiant, en tant que soldat à ces exercices pour que le jour où on doit monter en puissance sur la vigilance, sur l'alerte, que vous soyez prêts. Ouais. Et donc là, typiquement, c'est ce qu'on est en train de mettre en place aujourd'hui, c'est d'avoir des réseaux qui nous permettent, en gros, de couvrir sur 24 heures l'ensemble de nos territoires ultramarins et pouvoir aussi remonter l'info si nécessaire nationale, mais pas forcément. C'est-à-dire qu'on peut aussi créer des réseaux qui soient des réseaux autour de hubs géographiques, notamment on pense à comment demain, autour de la Réunion, Maurice, Madagascar, Mayotte et les îles Comores, etc., on est en capacité de créer des réseaux qui soient à même de remonter de la donnée, se dire tiens, là il y a des choses qui sont bizarres par rapport à ce qu'on avait prévu, comment on peut déployer d'autres choses. Mais c'est vraiment ça notre logique aujourd'hui, c'est qu'à la fois au niveau local, on construit des communautés, ces communautés-là rayonnent au niveau régional, et ainsi de suite pour créer une vraie dynamique. Donc je vous détaillais tout à l'heure, maintenant c'est ce call to action, qu'est-ce qu'on fait maintenant ? L'idée, c'est que vous alliez auprès de vos administrations, vos collectivités, consulter un certain nombre de documents légaux. Alors, ce sont des documents qui sont obligatoires sur les documents d'information au risque majeur, qui sont des obligations légales auprès des différentes collectivités qui sont en fait vos autorités de tutelle quelque part, pour vous informer des risques auxquels vous êtes exposés, alors technologiques et naturels. Cette information, elle donne lieu à des plans. Alors, il y en a plein, les PPMS, les PPRN, les PPIA pour les feux de forêt, pour les submersions marines. Il y a plein de plans. La France a transmis dans sa culture énormément de plans de prévention, de mise en sûreté, sauf que personne ne lit ça. Personne ne les lit, ça rebute tout le monde. Et pour nous, le meilleur moyen justement de rendre plus intéressant et plus concret ces différents plans, c'est de faire des exercices. Donc on vous invite en 2020, il va y avoir en novembre et en octobre tout l'océan Pacifique qui va se mobiliser pour l'exercice Pacific Ocean Wave qui est piloté par l'UNESCO. Et l'idée c'est que vous soyez partie prenante en fait de ces exercices et que vous évacuiez vos maisons, vos universités, vos écoles, vos régiments, vos villes, vos quartiers. Pour vous donner une idée de ce que ça représente dans la Caraïbe, c'est 800 000 personnes qui évacuent. Le jour J, le 19 mars 2020, vous allez avoir plus de 800 000 personnes dans toute la Caraïbe à 10h du matin qui vont évacuer le lieu où ils se trouvent à l'instant T où on déclenche l'exercice. Sur des tsunamis qui sont en champ proche, nous on est entre 30 et 45 minutes à proximité d'un phénomène tsunamigène. Et tout le monde fait l'exercice, les hôteliers, les navires, les écoles, les universités, les écoles maternelles. Est-ce que vous avez des questions ? Oui.
Merci, c'est hyper intéressant ce que tu fais, ce que vous faites tous les deux avec Simplon. Et moi j'avais juste une question toute bête. Tu parlais de ce plan d'évacuation généralisé, mais ils vont où les gens quand ils évacuent Alors pour un tsunami c'est super simple, on gagne les hauteurs. Et ce qui est génial depuis que je suis arrivé ici, c'est que j'ai posé des questions à pratiquement toutes les parties prenantes de l'industrie touristique tahitienne. Et même si les réponses n'étaient pas parfaites, les personnes avaient toute une réponse. Ils savaient tous où aller. C'est impressionnant. Je peux vous dire que chez moi, les femmes de ménage savaient me dire à l'hôtel où aller. La réception ne savait pas. Les réceptionnistes en Guadeloupe ne savaient pas où diriger les touristes. Donc, alors c'est vrai que ce qui manque, parfois, c'est de la signalisation. Donc là, on est sur des choses très analogiques. Et il faudrait effectivement, à Tahiti, baliser le territoire, donc mettre des petits panneaux, des petites affichettes qui indiquent que le lieu où on se situe est un lieu dangereux et qu'il faut, avec des petits panneaux, diriger et baliser les itinéraires d'évacuation. Parce qu'en cas d'ouragan, ce n'est pas les mêmes lieux qu'on Tout fréquente. à fait. Ouais. Et c'est pour ça que pour chaque catastrophe, chaque aléa, il y a des plans à mettre en œuvre et des consignes à transmettre. Pour moi, le modèle idéal, c'est celui de Saint-Barthélemy, qui a mis en place toute une stratégie numérique, analogique, panneaux, traduction des consignes, coupure des émetteurs radio et prise du contrôle par l'autorité des émetteurs radio, alors télé et radiophonique. Donc là, vous avez en COT le président de la collectivité qui peut appuyer sur un bouton et parler sur toutes les chaînes de radio et toutes les chaînes de télé. Alors ça, c'est pour moi le top. Et bientôt piloter les opérateurs de téléphonie mobile. Donc ce sera avec l'OPT, avec un certain nombre de personnes ici, qu'il va falloir, avec le haut-commissariat, se concentrer pour chacun des aléas auxquels vous êtes exposés, prendre les bonnes décisions. Je prends le cas de Lubrizol. Je donne un peu en off, parce que c'est encore chaud comme histoire. Je vais faire une conférence le lendemain de l'incendie à Rouen, sur l'évacuation de Rouen. Et la conférence s'appelait « Comment évacuer Rouen ». La doctrine en cas de feu et de fumée, c'est de partir à la perpendiculaire de la colonne de fumée. Donc si vous vous retrouvez submergé par une fumée, il faut partir à 90 degrés. Un tsunami, c'est l'inverse. Il faut fuir à la perpendiculaire de la vague. Donc vous voyez qu'à chaque crise, on va avoir des consignes simples, et même les personnes les plus expérimentées que je connaisse deviennent très bêtes quand un aléa survient parce qu'on est stressé. Et donc il faut donner l'alerte et tout de suite la consigne très simple pour que les personnes puissent se mettre en sécurité. Et contrairement à ce que l'on croit, les personnes ne paniquent pas. Si vous êtes clair, si vous êtes concis, les gens ne paniquent pas. Les gens paniquent quand ils n'ont pas d'informations et que les informations sont contradictoires. Et là, effectivement, les réseaux sociaux peuvent être à double tranchant. D'où l'importance aussi pour les autorités d'être présentes sur ces réseaux sociaux et de pouvoir donner les bonnes consignes. D'autres questions ? C'est top, on est à l'heure. De toute façon, on est sur le Digital Festival. Donc pour ceux qui ont des questions sur les caméras, sur les radios, j'en ai encore dans mon sac. N'hésitez pas. Je serai encore dans la conférence d'après, donc si vous voulez rester, il n'y a pas de problème. Et je repars mardi. Donc libre à vous de nous contacter sur les stands ou quand on se balade. J'ai encore beaucoup de travail, mais je serai très heureux de partager un peu les initiatives que j'ai ici avec vous. Merci pour tout. Merci.